À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Armée rouge a commencé l'une des opérations les plus implacables de la période d'après-guerre, la capture massive de soldats allemands. De nombreux membres de la SS ont péri dans les derniers mois de la guerre, et beaucoup ont été capturés par les Alliés. Conscients de ce que les troupes de la SS avaient fait aux civils soviétiques pendant l'occupation, beaucoup ont tenté désespérément de rejoindre les Américains ou les Britanniques. Certains ont réussi, mais la plupart sont tombés aux mains des Soviétiques. Pendant des années, on leur a appris que les communistes étaient des bêtes qui les détruiraient. Maintenant, ils avaient la chance de découvrir l'hospitalité soviétique. L'objectif n'était pas seulement de les détenir, mais aussi de les utiliser comme main-d'œuvre pour la reconstruction de l'Union soviétique dévastée. La survie dans ces endroits dépendait plus de la chance et de l'endurance physique que de toute considération humanitaire. À travers le sang et la neige, la colère soviétique déchaînée. Après que la bataille de Koursk se soit terminée en catastrophe pour la Wehrmacht, les Allemands ont commencé à battre en retraite. À partir de ce moment-là, le front de l'Est est devenu un cauchemar pour les nazis, alimenté par les sombres idées de ce que les Soviétiques leur feraient s'ils les attrapaient. Et chaque fois que les Soviétiques avaient l'occasion de mettre la main sur des soldats allemands, ils étaient assez brutaux. Cependant, de nombreux soldats et même certaines unités de la Waffen-SS se sont rendus aux Soviétiques, bien que les Soviétiques soient rarement cléments avec ceux en uniforme noir. Quand ils ont vu mon uniforme, ils m'ont sorti de la file des prisonniers. Ils m'ont déshabillé et battu avec des crosses de fusil, criant « Babi Yar » et « Smolensk ». J'ai compris pourquoi. Ils nous ont emmenés dans un camp. Mais pour les SS, il n'y avait pas de procès, juste la mort. Chaque jour, ils appelèrent des noms et ces hommes ne revenaient jamais. Celui-ci a eu de la chance de survivre, car la plupart des membres capturés de la SS ont été exécutés sur place. Beaucoup de ceux qui ont été épargnés attendèrent des procès, ou même sans procès, ont été envoyés dans des camps de travail soviétiques. Rares sont ceux qui sont revenus. Même pendant la guerre, l'Union soviétique a commencé à envoyer ses prisonniers de guerre dans des camps, et tout cela sur les ordres de Staline. Il y avait une grande différence entre les membres réguliers de la Wehrmacht et les unités de la SS. Les premiers étaient considérés comme des prisonniers de guerre, et les derniers comme des criminels de guerre. Cela était particulièrement vrai pour les membres des Einsatzgruppen et les officiers de la SS. En janvier 1945, la 9e armée de la Wehrmacht fut piégée près de Varsovie. Le lieutenant Gerhard Keller se souvient encore clairement du chaos. Nous étions en infériorité numérique, en sous-effectif et gelés jusqu'aux os. Chaque jour, plus de mes hommes étaient tués ou disparaissaient dans la neige, capturés par les Russes. Se rendre était la seule option si vous ne vouliez pas périr. Le traitement de ceux qui se rendaient était différent, selon les ravisseurs, les capturés et l'humeur du moment. Un survivant, le soldat Hans Meller, a décrit sa première rencontre avec les Soviétiques. Ils nous ont dépouillés de tout, montres, bottes, tout ce qui avait de la valeur. Un de nos soldats qui a résisté a été abattu sur place. Il n'y avait pas de temps pour la clémence. L'humanité des Soviétiques envers les Allemands avait disparu il y a des années, après toutes les atrocités qu'ils avaient commises. Et la brutalité contre la Waffen-SS était un événement ordinaire. Leurs uniformes distinctifs et leurs tatouages les marquaient comme des soldats idéologiques, et les troupes soviétiques étaient douloureusement conscientes du traitement qu'ils auraient reçu si les rôles avaient été inversés. En fait, ils étaient dans cette position, et beaucoup d'entre eux ont été témoins de ce qui restait des endroits où la SS avait mis les pieds. Pour eux, il n'y avait pas de clémence. Le major Friedrich Lutz de la 3e division blindée SS Totenkopf a été capturé près de Budapest. Il a survécu. Nous savions ce qu'ils pensaient de nous. Certains hommes ont essayé de se débarrasser de leurs uniformes, mais c'était inutile. Les tatouages sur nos bras nous trahissaient. Lutz a été battu sans merci avant d'être forcé de marcher, pieds nus, dans la neige jusqu'à un point de collecte des prisonniers. Au moins, il a vécu pour raconter l'histoire. Tout le monde en Hongrie n'a pas eu cette chance. Près de Debrecen, un peu plus de 200 km à l'est de Budapest, des soldats de la 24e division blindée de la Wehrmacht ont dû observer des exécutions massives de leurs officiers. Le radio Wilhelm Hauser, qui a survécu par pure chance et grâce à son esprit vif en simulant sa mort parmi le tas de cadavres, se souvient de ce que les Soviétiques leur ont fait. Ils considérèrent ces actions comme un nettoyage,
car chaque officier qui commandait dans l'Allemagne nazie faisait partie du groupe qui avait commis tous ces crimes de guerre. Même les officiers de haut rang n'ont pas été épargnés de l'humiliation de la capture. Le général Maximilian von Weichs, commandant du groupe d'armée F, s'est rendu à l'armée rouge au début de 1945, après que ses forces aient été submergées en Yougoslavie. Alors que von Weichs a été épargné de l'exécution immédiate en raison de son rang et des intentions des soviétiques de l'interroger, il a dû endurer des mois de conditions difficiles avant d'être remis aux autorités occidentales. Mais pour les autres, qui n'étaient pas protégés par un rang élevé, cette capture n'était que le début. Ils devaient marcher pendant des dizaines de kilomètres jusqu'aux gares les plus proches pour être transportés vers les camps. Les rations de nourriture et d'eau étaient minimales, toujours mieux que ce qu'ils donnaient avant que la situation ne tourne. Ceux qui restaient en arrière ou s'effondraient étaient abattus sur place. Et parmi eux se trouvait un médecin, Karl Schaeffer. Son journal reflète aujourd'hui ces moments horrifiants pour ces soldats. La marche était comme un défilé de la mort. Les hommes tombaient par dizaines, leurs corps laissés derrière comme des marqueurs de notre passage. Un officier soviétique qui suivait l'une des marches a commenté froidement « Les morts sont plus faciles à compter ». Une fois de plus, les rôles avaient changé et ceux qui ont survécu à la marche attendaient d'être transportés dans des wagons à bestiaux surpeuplés. Ils pouvaient à peine s'asseoir et l'odeur était presque insupportable. Ceux qui avaient à peine survécu à la marche ne pouvaient pas survivre à cela et mouraient de faim, de maladie ou d'exposition, ratant la vue des goulags. Leur destination finale est terrible. L'odeur était insupportable. L'urine, la sueur et la mort se mêlaient. Nous essayions de nous maintenir en vie, partageant des morceaux de pain et de neige, mais ce n'était pas suffisant, se souvient Franz Keller, un soldat de la Wehrmacht qui était dans un train pour Perm. Pour ces hommes, la guerre était terminée et le prochain chapitre de leur vie avait commencé. Mais en réalité, la guerre faisait encore rage et la bataille finale pour Berlin avait commencé. Et dans la capitale, les soldats restants n'avaient nulle part où se cacher. La chute du soleil noir, les derniers captifs de Berlin. Quand la bataille de Berlin a commencé, tout était pratiquement terminé, et seuls les nazis délirants croyaient encore en une chance de victoire. Même Heinrich Himmler lui-même a tenté de négocier une paix séparée avec les Alliés dans le dos de Hitler. Bientôt, la nouvelle a fuité et Himmler a été déclaré traître. Comme Himmler sous garde, les suicides sont devenus courants parmi les officiers SS. Ils savaient ce qui les attendait s'ils étaient capturés. Dans un bâtiment près de la chancellerie du Reich, le général SS Wilhelm Mohnke a rassemblé ses hommes pour un dernier combat. Et lorsque les soviétiques ont submergé leur position, certains d'entre eux ont décidé de se suicider collectivement. Ils se sont assis en cercle, le visage pâle mais résolu. Certains murmuraient des prières, d'autres regardaient simplement le sol. Lorsque l'ordre est venu, ils ont avalé les capsules en silence. Je ne pouvais pas le faire, les soviétiques m'ont attrapé des heures plus tard. Wilhelm Mohnke ne l'a pas fait. Il a essayé de fuir. Cependant, lorsque les ingénieurs soviétiques ont commencé à inonder les tunnels de gasoline et à les incendier, Mohnke et ses hommes restants ont dû se montrer et se rendre. En tant qu'officier SS de haut rang, Mohnke a dû endurer des interrogatoires brutaux. Les survivants affirment avoir entendu ses cris. Il a finalement été envoyé en Union soviétique où il a passé 6 ans en isolement en attendant son procès et a finalement été libéré faute de preuves. Pourtant, la question de sa prétendue torture demeure car les soviétiques affirment que cela n'a pas eu lieu et il n'en a pas parlé. Certains autres officiers SS ont essayé de se fondre dans la masse et d'effacer leur passé. Ils se mêlèrent souvent au flux de réfugiés essayant de s'échapper. D'autres ont eu moins de chance. Les soldats soviétiques, avides de rétribution, ont organisé des recherches brutales pour les membres SS. Et ceux qui ont été trouvés ont beaucoup souffert. Nous les avons trouvés cachés dans le sous-sol, blottis comme des rats. Ils avaient brûlé leurs papiers et changé en vêtements civils, mais nous savions qui ils étaient. Nous les avons traînés dans la rue, et les gens criaient pour la justice. Certains ont été abattus sur place, d'autres ont été emmenés. Aucun d'eux ne vivrait longtemps. La peur et la paranoïa se sont rapidement infiltrés dans les rangs SS, et les mots sur leur brutalité les ont précédés. Le major Dietrich Ziegler de la Waffen-SS a dirigé un groupe de jeunes soldats lorsqu'il a été capturé. Lorsque les chars soviétiques T-34 sont apparus dans les rues, il a donné des ordres désespérés pour maintenir la ligne.
combattaient jusqu'au dernier homme. Bientôt, leur position a été envahie et leur situation perdue. À ce moment-là, Ziegler, submergé par la peur, a abandonné son uniforme dans une tentative de se fondre avec les réguliers de la Wehrmacht. Sa dernière tentative était futile car les troupes soviétiques l'ont reconnu. Peut-être a-t-il été dénoncé par certains de ses subordonnés, mais la raison la plus probable était son pistolet SS. Il savait, a écrit plus tard Ziegler dans une note de captivité. Il savait toujours. Pour les soviétiques, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les criminels de guerre. Et bien qu'ils n'étaient pas des membres typiques de la SS, de nombreuses femmes étaient connues pour leur sadisme pendant la guerre, en particulier les gardiennes des camps de concentration. Un journaliste soviétique qui suivait l'Armée rouge se souvenait clairement de la façon dont ils ont traîné une femme des ruines d'un bâtiment. Elle a été accusée d'avoir été une gardienne à Ravensbrück, bien que son identité n'ait pas été confirmée. La femme, une civile, a été forcée de se déshabiller dans la rue pour révéler des tatouages SS sur son corps. À partir de ce moment-là, elle n'était plus une civile. Les soldats soviétiques l'ont attachée à un lampadaire, la laissant à la foule vengeresse. Elle a été battue jusqu'à perdre conscience et un soldat soviétique a finalement mis fin à sa misère avec un coup de feu. D'un autre côté, les soldats de la Wehrmacht qui se rendaient ne faisaient pas face à la même justice que la SS. Les soldats de rang inférieur étaient souvent simplement désarmés et envoyés dans les camps pour prisonniers de guerre. Là, leur chance était bien meilleure que celle des soviétiques dans les camps allemands. Ceux qui étaient de haut rang étaient toujours interrogés mais généralement mieux traités au début. Plus tard, la plupart d'entre eux ont fini par être jugés pour crimes de guerre. Début mai, Berlin était réduit en ruine. Hitler était mort et la SS, autrefois la force d'élite, avait pratiquement cessé d'exister, avec ses membres arrêtés, chassés ou morts. La Wehrmacht avait capitulé. Mais ce n'était pas la fin pour les personnes impliquées dans ces deux organisations, surtout pour ceux capturés par les soviétiques. Un soldat soviétique décrivant la chute de Berlin a écrit dans son journal « Nous avons combattu pour chaque rue, chaque bâtiment, et quand c'était fini, il n'y avait pas de joie, seulement le silence. La ville était un cimetière, et les gens que nous y avons trouvés ressemblaient à des fantômes. Ils nous demandaient de la clémence, mais nous avions trop vu et trop perdu. Il n'y avait plus de clémence à accorder. Enfin, la guerre était terminée, et les Alliés faisaient face à un dilemme. Que faire de ces criminels de guerre, et que faire des organisations composées de centaines de milliers de personnes? Les crimes étaient trop graves pour rester impunis. De plus, tout le pays devrait-il être jugé? Qui devrait être condamné et comment? Ici, les Alliés avaient des opinions différentes, mais les Soviétiques étaient les plus sévères. Justice en rouge. La poursuite soviétique des criminels de guerre nazis. Les procès les plus connus des criminels de guerre et des responsables de la machine de guerre nazie sont les procès de Nuremberg, tenus entre novembre 1945 et octobre 1946. Ces procès ont été menés par toutes les puissances alliées ensemble, signalant le début des poursuites pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'Union soviétique était la nation qui insistait le plus sur le procès, et l'avocat Aaron Trenin a formulé et utilisé pour la première fois l'idée de crime contre la paix. Bien que l'attention soit centrée sur les principaux dirigeants nazis comme Hermann Göring, Rudolf Hess ou Wilhelm Keitel, le nombre de condamnés a atteint 161 sur 199 accusés. Parmi eux, 37 ont été condamnés à mort par pendaison et non par peloton d'exécution. De cette façon, les Alliés voulaient montrer que ces personnes n'étaient plus des soldats et des officiers, mais des criminels de guerre. De plus, la SS a été proclamée organisation criminelle. Mais les procès de Nuremberg étaient loin d'être les seuls menés contre les nazis après la guerre. Bien que l'Union soviétique ait participé au tribunal militaire international de Nuremberg, les soviétiques estimaient qu'ils devaient faire plus comme ceux dont le peuple avait le plus souffert sous les Allemands. Ainsi, ils ont mené leur propre série de procès contre des membres de la SS et de la Wehrmacht. Les collaborateurs ont également été confrontés aux conséquences. Ces procès étaient tous similaires, rapides et impitoyables, montrant colère et désir de vengeance. Les procès soviétiques ont commencé presque immédiatement après la fin de la guerre, certains même pendant la libération du pays. La presse a suivi de près ces procès et a utilisé des noms similaires à ceux de l'accusation dans la salle d'audience pour se référer aux accusés.
Des termes tels que voyou, bandit, dégénéré et pervers. L'un de ces procès a eu lieu à Kiev, spécialement pour les membres du SS Einsatzgruppen. Les survivants et les témoins ont parlé des scènes troublantes, comme celle où les enfants étaient forcés de creuser leur propre tombe avant d'être exécutés. Curieusement, les officiers SS accusés montraient principalement aucun remords pendant le procès. Ils disaient presque toujours qu'ils avaient des ordres qui devaient être exécutés. Leur endoctrinement était terminé depuis des années. L'un des rares qui a accepté sa culpabilité était Friedrich Jeckeln lors des procès de Riga en 1946. Il était le général de la SS qui a mis en œuvre le système Jeckeln pour un meurtre de masse plus rapide. Ayant environ 100 000 âmes sur sa conscience, il a montré des remords. Je dois assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé dans les frontières de l'Ostland, et cela augmente considérablement ma culpabilité. J'accepterai une peine entière. Qu'il soit vrai ou faux, cette confession ne l'a pas sauvé, et Jeckeln a été pendu en janvier 1946. La plupart des condamnés ont été pendus publiquement, avec la population locale présente, profitant de la fin macabre de leurs anciens oppresseurs, souvent responsables de la mort de leurs proches. Il n'y avait pas de clémence, et comme l'un des survivants juifs du massacre de Babi Yar a dit à l'un des accusés du SS Einsatzgruppen lors d'un procès en 1946, « Vous nous regardiez comme des animaux, moins que des êtres humains. J'ai vu vous tirer sur ma femme et mon fils. Vous avez ri. Maintenant vous êtes ici devant moi et vous demandez de la clémence. Avez-vous montré de la clémence à ma famille ?» Justice froide. Vies allemandes dans les goulags de l'Union soviétique. Les Allemands qui se sont retrouvés dans les goulags soviétiques après la guerre étaient un mélange de soldats de la Wehrmacht, d'officiers SS et de collaborateurs civils. Ils avaient des histoires différentes avant la fin de la guerre, mais ici, ils étaient tous les mêmes. D'abord, ils devaient survivre au voyage vers la froide Russie orientale, désespérés et effrayés après la capture et les procès. Pas comme ce qu'ils ont fait aux Juifs, mais cette fois, ils ont dû endurer des trains surchargés et non chauffés et ont été forcés de marcher pendant des semaines, sans aucune compassion. Ils étaient nourris de manière irrégulière, principalement avec des restes. Beaucoup étaient malades de dysenterie ou de typhus. Ceux qui étaient déjà faibles n'ont pas survécu à la longue route vers le camp et n'ont pas eu de funérailles. Leur corps était jeté du train. L'arrivée au goulag n'offrait aucun répit. C'était un nouveau monde pour eux, effrayant, inimaginable, imprévisible et inévitable. Les camps ne contenaient que des baraques en bois entourées de fils de fer barbelés. Les gardes détestaient les prisonniers avec une passion brûlante, car beaucoup d'entre eux avaient perdu des membres de leur famille et des camarades pendant l'invasion. Ces gardes déchaînaient souvent leur colère sur les prisonniers par des coups et des coups de pied. Les baraques à l'intérieur ressemblaient à celles où les Allemands étaient autrefois gardiens, et les Soviétiques laissaient les conditions naturelles créer l'atmosphère à l'intérieur. Il faisait froid, c'était surpeuplé, sans chauffage ni véritable abri. Et c'était sale. Mais ces prisonniers n'étaient pas là seulement pour être retirés de la civilisation, ils étaient là pour travailler. La journée commençait un peu avant l'aube, avec un réveil brutal, et la première chose à faire était de travailler, peu importe le temps qu'il faisait. Et le travail était très exigeant et physique. Les Allemands devaient couper des arbres et extraire des mines avec des outils primitifs, ainsi que construire des bâtiments, des chemins de fer et d'autres infrastructures. C'était un travail d'esclaves. Ils avaient des quotas à remplir, et ces quotas étaient irréalistes. L'échec signifiait moins de nourriture. Beaucoup ne pouvaient pas le supporter et mouraient dans les camps. L'un des prisonniers les plus connus dans les prisons soviétiques était Friedrich Paulus, l'ancien maréchal de camp qui avait commandé la 6e armée allemande et s'était rendu à Stalingrad en 1943. Il était le seul maréchal de camp allemand à s'être jamais rendu et a été traité comme un traître à cause de cela. Peut-être que c'était la raison pour laquelle Paulus vivait dans de meilleures conditions que la plupart des autres Allemands. En outre, il était utilisé à des fins de propagande soviétique. Bien qu'isolé, il n'a jamais expérimenté les horreurs des goulags et après 10 ans d'emprisonnement, Paulus a été libéré. Il a vécu en Allemagne de l'Est communiste où il a passé les 4 dernières années de sa vie. Contrairement à Paulus, des soldats ordinaires de la Wehrmacht comme Heinz Göller, un jeune homme de 21 ans, n'ont pas été épargnés. Göller a été emprisonné dans un camp à Kolyma, célèbre pour ses conditions brutales. Dans des lettres de contrebande,
Goller décrivait les conditions dans lesquelles il vivait et travaillait. Il avait froid et il avait faim. Pourtant, il a survécu une décennie là-bas, avant d'être libéré. Mais les conséquences ont affecté sa santé et Goller n'a pas vécu assez longtemps pour célébrer son 40e anniversaire. Le sort de beaucoup de ces détenus dépendait de la pure chance ou du fait de savoir qui était leur garde à l'époque. Certains gardes étaient excessivement cruels, battant les prisonniers quotidiennement, tandis que d'autres considéraient cela comme un travail régulier et ne participaient pas aux coups. Tomber malade pouvait aussi signifier une peine de mort, car les soins médicaux n'existaient pas dans ces camps. La pneumonie, la tuberculose et le scorbut étaient fréquents parmi les détenus. Environ 350 000 prisonniers allemands n'ont pas survécu jusqu'à la fin de leur peine. Un survivant se souvenait de la façon dont lui et un groupe de prisonniers devaient creuser des tranchées dans le pergélisol pendant 12 heures par jour. Le sol était gelé et dur, et le froid était si intense que les hommes perdaient des doigts et des orteils à cause des conditions météorologiques. Même la nourriture faisait partie des mauvais traitements. Les prisonniers mangeaient principalement de la soupe aqueuse, de la soupe d'eau froide, et seulement quelques petits morceaux de pain chaque jour. Il n'y avait pas de viande, et presque pas assez de nutriments pour supporter un travail ardu. Beaucoup se tournaient vers le vol de nourriture, risquant des punitions sévères comme être battus à mort. De nombreux prisonniers perdèrent la tête à cause de la faim, et il y avait des récits de consommation d'herbes et même de cannibalisme, également punissable de mort. Franz Wegener, l'un de ceux qui ont survécu, a décrit à quel point ils étaient désespérés de faim. Ils grattaient le givre des murs de leur baraque pour étancher leur soif. Nous mangions tout ce que nous pouvions trouver. Des épluchures de pommes de terre, des morceaux d'herbe. La faim était la seule chose permanente. Dans le système soviétique, il n'y avait pas de nom. Comme les nazis l'avaient fait auparavant, les soviétiques interdisaient maintenant toute individualité humaine à ces prisonniers. Au lieu de noms, ils étaient des numéros. Pour augmenter la déshumanisation, il n'y avait aucune communication avec le monde extérieur. Les familles de ceux qui étaient condamnés en Union soviétique n'avaient souvent aucune idée de ce qui était arrivé à leurs proches. Pourtant, beaucoup ont survécu, et après la mort de Staline, la vie là-bas est devenue un peu plus facile. Les libérations sont devenues plus courantes lorsque l'ère Khrouchtchev a commencé en Union soviétique. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'os dans le sol froid russe, recouvert de tombes non marquées. Ombre de la captivité, la lutte oubliée des soldats perdus de l'Allemagne. Ceux qui ont survécu ont eu des problèmes à s'intégrer dans le nouveau monde, encore considérés comme des nazis. De plus, le traumatisme des goulags ne les a jamais quittés, mais il n'y avait aucune sympathie pour les soldats nazis allemands puisque les deux pays allemands d'après-guerre voulaient effacer et oublier cette partie de leur histoire. La plupart de ces prisonniers de guerre ont servi environ 8 à 9 ans dans les camps de travail et ont été libérés vers 1953. La guerre était terminée depuis des années, mais ils combattaient sur le front intérieur pour trouver une place dans le nouveau monde. Quand Heinrich Schreiber, autrefois sergent de la Wehrmacht pendant la guerre, est arrivé à Munich en 1955, la ville était à la fois familière et différente. Il n'avait rien d'autre qu'un petit paquet de biens enveloppé dans une couverture décolorée. Il avait changé. Je n'étais pas l'homme qui était parti, et Munich n'était pas la ville que je me souvenais. La division entre l'Est et l'Ouest s'était solidifiée, et il y avait une ombre sur les anciens membres de la SS. Beaucoup d'entre eux avaient de faux espoirs de sécurité d'emploi en tant que soldats, mais ils étaient considérés comme une honte du passé, et l'armée n'était plus très appréciée en Allemagne. Ils n'avaient ni vêtements, ni propriété, ni emploi, ni compétences professionnelles. Les autorités allemandes ne soutenaient pas leurs citoyens et se comportèrent mal envers ceux qui revenaient de captivité, affirmant qu'ils méritaient leur sort en tant que criminels de guerre. Hermann Bauer, un ancien officier de la SS, a ressenti de première main cette nouvelle réception. Sa femme s'était remariée faute de nouvelles de lui. Elle pensait que Bauer était mort. « J'étais un étranger dans ma propre maison. » Trouver un emploi était une tâche impossible et il était constamment surveillé par la police. Même les autres qui revenaient des goulags regardaient les vétérans de la SS de haut. Ils nous traitaient comme des lépreux, pas comme des soldats, mais comme des criminels de guerre, peu importe si nous avions fait quelque chose ou non. Ceux qui parvenaient à trouver des emplois travaillaient souvent comme ouvriers et seulement dans des emplois mal payés.
Schreiber est devenu concierge dans une école locale puisque ses jours d'école ont été interrompus à cause de la conscription. Il voulait être ingénieur. « Les élèves chuchotaient à propos de moi », a-t-il dit. « Pour eux, j'étais juste un autre vieux soldat qui avait tout perdu. Et il était l'un des chanceux. Pourtant, certains s'en sortirent mieux, notamment les jeunes vétérans de la Wehrmacht, qui ont profité des efforts de reconstruction d'après-guerre en Allemagne de l'Ouest. Dans cette reconstruction, ils ont construit de nouvelles vies. Les emplois dans les usines étaient désirables et mieux payés. Alors ils ont construit ou reconstruit des maisons. Cela a également influencé positivement leur perception d'eux-mêmes, car ils ne détruisèrent plus, ils construisaient quelque chose de nouveau. Pourtant, pour chaque histoire positive, il y en avait beaucoup d'autres sombres. La plupart de ces hommes des histoires sombres avaient une chose en commun, ils ne pouvaient tout simplement pas s'intégrer. Bien que cela n'ait pas été suffisamment recherché, l'impact sur leur santé mentale était énorme. Il n'y avait pas de test ni d'examen, mais il était clair qu'ils souffraient de SSPT. Les cauchemars des camps étaient courants pendant le sommeil, ainsi que les souvenirs de ceux qui ne sont pas revenus. Je pouvais entendre leur voix. Ils m'appelaient dans le noir. « Ne nous laisse pas », a déclaré Wegener, un des survivants. Beaucoup avaient encore la culpabilité d'avoir fait partie d'une machine de guerre et d'avoir vu et commis des atrocités et des horreurs. Les taux de suicide parmi eux étaient élevés et beaucoup se tournaient vers l'alcool pour oublier. Comme mentionné précédemment, Bauer est finalement allé dans un petit village pour fuir de tout. « Je suis devenu un fantôme », a-t-il dit dans l'une de ses dernières interviews. « Personne ne voulait me connaître, et je ne voulais connaître personne. Avec le temps, l'Allemagne a avancé, mais eux non. Nous étions des soldats, des prisonniers, des survivants, a écrit Schreiber une fois dans une lettre à un ami. Mais nous étions aussi oubliés. Ils nous regardaient avec dégoût, comme si nous étions une sorte de reste de saleté qu'ils devaient nettoyer, écrit Gottlob Biedermann dans ses mémoires. Bien qu'ils aient été traités de cette manière, d'autres faits les ont encore plus influencés. Beaucoup ne pouvaient pas croire que certains hauts responsables nazis qui avaient échappé à la punition sont rapidement revenus à des postes clés de l'industrie et du gouvernement. Conclusion. Après la guerre, les prisonniers de guerre de la SS et de la Wehrmacht ont vécu la période la plus difficile en Union soviétique. Contrairement à l'Occident, ici régnait un désir de vengeance et de justice. Divers destins ont touché diverses personnes et, tout comme il y avait de nombreux criminels de guerre qui ont échappé à la punition, il y avait de nombreuses personnes ordinaires qui n'étaient que des soldats et n'avaient commis aucune atrocité, mais qui ont été soumises à des punitions cruelles. C'était la fin de la guerre, et celui qui a gagné a choisi la justice. Beaucoup affirment que la punition correspond au crime, et c'est encore une opinion publiquement acceptée en Russie. Et quand ils sont revenus, bien qu'ils aient été libérés de leurs ravisseurs soviétiques et aient survécu à leur captivité, cette captivité vivait encore en la plupart d'entre eux.